bâtiments sur le groupe ADEF, donc 152 établissements sur l'ensemble du territoire français, 4500 collaborateurs et 13 500 personnes accompagnées. Et je vais laisser chacun d'entre vous apporter des précisions sur les différentes associations qui sont membres donc, de groupe ADEF, association à but non lucratif. Donc effectivement, c'est important de préciser que nous sommes une association à but non lucratif. Sur la partie ADEF Résidence, 42 établissements EHPAD, établissements d'hébergement spécialisés dans l'accueil de personnes âgées dépendantes, qui sont répartis sur toute la France. Si vous passez sur notre stand tout à l'heure, vous verrez la répartition sur la France et sur l'Île-de-France. On a 2 cartographies différentes. Nous avons 4 résidences autonomie, 15 résidences handicap spécialisées d'une part dans la cérébrolésion, comme je vous ai précisé pour mon établissement tout à l'heure, mais également dans l'accompagnement de personnes présentant une pathologie d'origine psychiatrique et notamment des schizophrènes. Nous avons également 3 centres de vacances portés par ADEF Résidence Vacances et un service de soins infirmiers à domicile ainsi qu'un SAD que l'on n'a pas précisé sur la diapo. Je vais légèrement me répéter par rapport à ma présentation de tout à l'heure. Donc, ADEF Habitat, c'est l'entité sociale, je le disais, du groupe ADEF qui porte plus particulièrement sur l'habitat social, qui vise à attribuer et à offrir un logement tout équipé à des personnes en situation d'insertion sociale, d'insertion économique également. Ça représente aujourd'hui 51 établissements sur le territoire et principalement en Île-de-France pour 9000 personnes logées environ. Aussi bien des jeunes actifs que des familles monoparentales, que des personnes seules qui ne peuvent accéder au logement de droit commun pour des raisons multiples, que ce soit d'accès au droit, que ce soit des freins à l'accès au logement pour des questions de ressources économiques notamment. Donc l'hôpital Nord 92 est un établissement de santé. Nous avons donc 3 services de soins médicaux et de réadaptation pour 76 lits, donc du polyvalent, de la personne âgée et un service spécialisé pour les traumatisés crâniens. Nous avons également un hôpital de jour actuellement avec 10 places, donc surtout de la rééducation fonctionnelle. Un XAPA, donc un centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie, et une pharmacie intelligente. Excusez-moi, un petit souci avec le PowerPoint. Donc on va commencer avant d'entrer dans le concret de différents projets qui, nous l'espérons, vont bien incarner pour vous la mission du groupe ADEF, par revenir sur les valeurs. Donc les 4 valeurs qui ont été définies récemment et qui accompagnent nos décisions au quotidien. On va commencer par le respect de la dignité de la personne humaine. Donc effectivement, dans le cadre de mes missions, je travaille avec des personnes âgées et l'une de mes premières priorités est d'écouter la personne âgée, donc de la respecter dans ses choix et notamment en ce qui nous concerne aujourd'hui dans le choix de son lieu de vie. Je vais illustrer très rapidement ce qui est la valeur de la volonté d'entraide du groupe ADEF et essayer de l'englober justement sur la collaboration, ce qu'on va vous montrer après sur les modèles d'habitat notamment, mais la collaboration entre différentes entités, celle notamment de l'hôpital Nord 92 avec son service de XAPA, donc qui est un service de soins et de prévention en addictologie, et l'association que je représente, ADEF Habitat, puisque dans nos résidences, dans les logements que l'on propose pour les personnes, un certain nombre d'entre elles souffrent en tout cas d'addiction, de conduite addictive, et pour lesquelles on avait souvent peu ou pas de réponse, beaucoup de situations de blocage et qui venaient derrière emboliser le parcours d'accompagnement, de soins et de vie de la personne. Inversement, côté XAPA, il y a des difficultés parfois sur les patients qui sont rencontrés d'accès au logement.
L'idée, c'est de se dire, plutôt que de rester chacun dans son secteur d'activité, dans son expertise, de croiser les regards, de pouvoir collaborer ensemble. Moi, j'ai des difficultés d'accès au logement, vous êtes des experts du logement. Moi, j'ai des difficultés sur l'accès aux soins et notamment la réponse aux addictions des personnes. Vous êtes des experts du sujet. Construisons quelque chose, aidons-nous sur les situations d'urgence. Et au-delà des situations d'urgence, on a finalement essayé de construire, et c'est ce qui se met en œuvre aujourd'hui sur nos établissements, des réponses très concrètes et structurantes qui permettent aux personnes de rester dans leur habitat ou d'accéder à l'habitat pour ceux qui n'en ont pas. Concernant la culture de l'engagement, même si on ne va pas forcément vous parler de l'aspiration au bonheur parce qu'on estime qu'on partage cette valeur-là, quel que soit le mode d'accompagnement des personnes vulnérables. Donc sur la culture de l'engagement, dans le médico-social, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de faire bouger les lignes. Effectivement, accompagner des personnes qui ont un parcours de rue, un parcours qui fait qu'ils ont pu être pris en charge à un moment donné dans une structure sanitaire parce que la situation de santé s'est précarisée en plus d'une précarité sociale pure. La personne ensuite relève d'un accompagnement médico-social parce que retourner dans le droit commun, ça n'est pas possible. Si en plus il y a effectivement des addictions, des comportements qui ne sont pas forcément acceptés en fonction du lieu de vie, parce qu'avoir un voisin qui a des comportements inadaptés, c'est pas simple dans le droit commun. Et aujourd'hui, en médico-social, on fait bouger les lignes, on accompagne des personnes qu'on n'aurait peut-être pas accompagnées il y a une dizaine d'années en arrière, parce qu'on s'adapte à leur mode de vie antérieur, mais on leur apporte ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Et l'enfermement en psychiatrie n'étant pas une solution, on se doit aussi de faire bouger les lignes. On vous propose maintenant de rentrer peut-être dans le cœur du sujet qui est des réponses, ou en tout cas des propositions, des réflexions sur des modes d'habiter, des habitats un peu différents et qui puissent répondre, prendre en compte la vulnérabilité de l'ensemble des personnes dans leur parcours de vie, que ce soit la précarité, que ce soit des problèmes de santé ou que ce soit des problématiques de situation de handicap ou encore de perte d'autonomie. Donc on va balayer un certain nombre de projets qui sont aujourd'hui en cours, des réflexions aussi parfois qui sont portées par le groupe ADEF, en commençant, et je vais vous proposer de voyager un petit peu, de sortir du Salon des maires et de la porte de Versailles pour aller en Charente-Maritime sur la ville de Saintes, non loin de la mer. Ville de Saintes, donc, où se trouvent un certain nombre de problématiques rencontrées sur la ville, notamment de problématiques à destination concernant les personnes âgées et aussi concernant les personnes précaires. Sur cette ville de Saintes, un EHPAD géré initialement par la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres et qui souhaite céder son activité à un autre gestionnaire. Et se fait donc une rencontre entre le groupe ADEF, plus particulièrement ADEF Habitat, l'entité sociale, ADEF Résidence, l'entité médico-sociale. Mais la rencontre ne se fait pas uniquement sur la reprise purement de la gestion de l'EHPAD, mais sur une proposition un peu plus nouvelle d'habitat. L'idée, c'est de pouvoir proposer au sein de cet EHPAD ce qu'on appelle une pension de famille, au dernier étage. La pension de famille, c'est un dispositif qui vise à accueillir en son sein environ une vingtaine de personnes, là pour ce projet-là particulièrement 17 personnes, dans des logements individuels qui sont des personnes qui souffrent d'isolement social, d'isolement familial et affectif et qui ont des grosses problématiques de précarité sociale, le plus souvent des problématiques d'errance, mais aussi d'addiction, on en parlait tout à l'heure. Des problématiques aussi de vieillissement finalement, peut-être un peu prématurées parce que les parcours de rue, ils usent les corps, les esprits de manière plus avancée que dans la population générale. Et finalement, l'objectif de ce projet, c'est de construire une dynamique commune, de proposer un logement, un habitat à chaque population, les bénéficiaires de l'EHPAD, les bénéficiaires de la pension de famille, où chacun a son intimité, son rythme de vie, des accès indépendants, mais aussi des moments de vie en collectif, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir penser l'habitat différemment, de s'intégrer les uns les autres, de pouvoir s'entraider. L'objectif, c'est que des
personnes de l'EHPAD puissent parrainer des personnes de la pension de famille sur des activités pour les ramener aussi vers l'insertion professionnelle, par exemple, et inversement, de pouvoir s'appuyer sur les ressources et les talents des personnes en pension de famille pour pouvoir animer, aller au-devant des besoins des personnes en EHPAD sur des ateliers jardinage, des ateliers d'inclusion numérique, des problématiques communes d'ailleurs entre les deux types de résidents, que ce soit en EHPAD ou en pension de famille. L'inclusion numérique, c'est une problématique qui est commune à tout le monde. La question du bien vieillir, c'est une problématique qui est commune à tout le monde. Et donc on va essayer de travailler là-dessus. L'isolement social et la problématique du lien, c'est vraiment une problématique majeure et c'est ce qui est au cœur de ce projet-là, c'est comment on va créer du lien aussi bien intergénérationnel, du lien entre les résidents, du lien entre les secteurs, puisque au-delà des résidents, c'est aussi les professionnels qui vont pouvoir collaborer ensemble. Lorsque un résident de pension de famille va avoir des problématiques de santé, on va pouvoir s'appuyer sur les équipes de l'EHPAD. Lorsque des personnes résidentes de l'EHPAD auront des problématiques sociales, on va pouvoir s'appuyer sur les compétences et les expertises des hôtes de pension de famille et vraiment créer un univers un peu d'ensemble. Au-delà de ce lien entre résidents et entre professionnels, c'est aussi l'idée de pouvoir créer du lien avec le territoire, les riverains et les habitants en proposant des services qui sont aussi des services bien évidemment à destination des personnes vulnérables, mais en réalité, les personnes vulnérables, elles ne sont pas uniquement en institution, que ce soit en EHPAD, en pension de famille ou ailleurs, et elles peuvent bénéficier à l'ensemble des habitants d'une collectivité, en l'occurrence ici Saintes, en proposant notamment des frigos solidaires, par exemple, ou d'autres services de ce type-là, d'accompagnement social, d'inclusion numérique, je l'évoquais, mais aussi à toute la population, pour pouvoir créer une dynamique un peu plus locale, avec des résidences d'artistes, des salles mutualisées avec des spectacles qui seront mis à disposition et offerts à l'ensemble de la population. Donc ce projet, il vise vraiment à créer ce lien un peu pluriel pour pouvoir tout simplement créer une dynamique aussi bien localement et répondre aussi à un besoin majeur des personnes dans leur accès aux droits, dans le maintien de l'autonomie et le lien social. Merci beaucoup Samy. Est-ce que vous avez des compléments? Non, on passe au prochain exemple. On a voulu aborder l'aller vers, aller dans l'habitat, parce que effectivement certaines personnes vulnérables ne sont pas en capacité d'aller en dehors, solliciter un service comme un XAPA, solliciter une aide quelconque pour se maintenir au domicile. Donc cette notion d'aller vers est quelque chose aujourd'hui qu'on va devoir développer, me semble-t-il, et que nous allons aussi de plus en plus vers de la prise en charge en ambulatoire, ce qui évite effectivement de se retrouver dans les urgences, où pour la plupart des personnes âgées, généralement suite à une chute sans fracture, c'est pas vraiment un problème médical, c'est plutôt un problème social parce que son maintien à domicile est devenu compliqué. Et le fait de pouvoir anticiper, être dans la prévention, c'est aussi peut-être créer d'autres types d'équipes mobiles, comme le XAPA tout à l'heure a présenté son équipe mobile, mais on peut réfléchir à d'autres concepts. Ensuite, oui, alors, et dans cet état d'esprit, on a donc déjà pas mal de structures qui existent et peut-être à développer, comme par exemple des équipes gériatriques, que ce soit en EHPAD ou à domicile, des plateformes pluridisciplinaires qui pourraient donc répondre à l'ensemble des besoins d'une personne directement dans son domicile. Merci beaucoup Fanny. On va maintenant parler d'exemple à Saint-Denis, dans le 93. Alors, à Saint-Denis, dans le 93, depuis un certain nombre d'années, existe une maison d'accueil spécialisée pour personnes en situation de handicap psychique. Par la suite, il y a eu presque en prolongation, donc sur le même périmètre, la création d'un EHPAD, et la directrice de l'époque, Pascale Leroy, pour ne pas la nommer, a fait un travail de passerelle, on en a parlé précédemment,
parce qu'il n'y avait pas les personnes qui devaient être cloisonnées en masse et d'autres cloisonnées en EHPAD. Aujourd'hui, et ce depuis quelques années maintenant, il y a du lien et un lien réel entre la masse et l'EHPAD. Ça permet aussi une entraide entre pairs. C'est pas parce qu'on est schizophrène qu'on n'est pas sensible à une personne âgée qu'on peut ne pas créer des liens, comme ce qui existe dans le droit commun. Les voisins de palier sont parfois amenés à être les personnes de confiance quand une personne est institutionnalisée et qu'elle est isolée socialement parce qu'elle n'a plus de famille, parce qu'elle a une histoire de vie peut-être plus ou moins complexe. Et dans le 93, sous la dynamique aussi bien sûr des instances tutélaires, donc le département du 93, l'agence régionale de santé et la mairie du 93 avaient cette sensibilité parce qu'un certain nombre de la population, un certain nombre de personnes vulnérables et ayant une vulnérabilité psychique, voire psychiatrique, pas forcément identifiées par un réseau psychiatrique, ont pu intégrer également de l'habitat partagé qui, lui, est inclus davantage dans la ville parce qu'un habitat partagé loin du centre-ville, loin de ce qui peut amener à avoir une vie sociale, c'est-à-dire aller prendre un café, discuter avec ses voisins, aller au cinéma, ça ne ferait pas de sens. Alors en réalité, ce sont dans un premier temps les résidents accompagnés en masse qui ont pu intégrer l'habitat partagé et avec un accompagnement, ce qu'on appelle le projet d'accompagnement personnalisé, qui permet une intégration progressive. Ce n'est pas du tout ou rien. C'est ça qu'il faut essayer de retenir aujourd'hui. On ne peut plus cloisonner, on le sait tous, on ne peut plus cloisonner les personnes parce qu'elles ont plus de 60 ans, elles sont forcément en EHPAD. Parce qu'elles ont moins de 60 ans et qu'elles sont handicapées, elles sont forcément en établissement médico-social de type masse ou femme. Aujourd'hui, voilà, ça bouge. Il existe des unités, on en reparlera ensuite, mais des unités PHV, personnes handicapées vieillissantes au sein des EHPAD. On essaye de faire bouger les lignes au sein de nos femmes parce que c'est un lieu de vie. Et je me permets de rappeler la loi 2002 pour ceux qui la connaissent, parce qu'il ne faut vraiment pas l'oublier, ça a été une avancée dans notre secteur du médico-social. La recherche du consentement éclairé de la personne à vivre là où elle souhaite vivre, c'est capital. Merci beaucoup Séverine. Oui, alors dans le parcours de vie de santé et de soins des personnes âgées, c'est le constat quand à un moment donné il y a une rupture dans le cadre éventuellement d'un maintien à domicile où malgré toutes les aides, la personne n'est plus en capacité de rester chez elle. Et effectivement, on constate qu'elle a une multitude de besoins et que ces besoins au domicile, on ne peut pas y répondre. Ça, c'est la réalité de terrain. Donc, encore une fois, prendre la personne dans sa globalité parce que, et prendre en compte aussi son environnement quand il est présent. Et le problème, c'est que nous avons quand même une partie de la population qui est isolée. Et heureusement, comme disait Séverine tout à l'heure, il y a quand même des voisins qui sont présents, sur lesquels, quand la personne âgée est hospitalisée, on peut compter sur eux. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et de ce fait, aujourd'hui, dans le parcours qui peut être à un moment donné remis totalement en question, c'est là où tout notre accompagnement à nous tous pourra donner sens à un moment donné, puisque travailler sur un maintien à domicile, qu'est-ce qu'on peut inventer encore ? Comment travailler une orientation en EHPAD avec une personne âgée, alors qu'on sait que les représentations sociales des personnes âgées et de la population en général, c'est que c'est égal à la vieillesse et qu'une personne âgée ne se sent pas vieille de toute façon. Elle le dit souvent, c'est pas moi, c'est l'autre. Que effectivement, il y a aussi des résidences autonomie. Donc là, on est assez riche quand même en termes de différents habitats pour les personnes âgées de plus de 60 ans, ce qui est moins le cas pour les personnes de moins de 60 ans. Et les unités PHV dont a parlé Séverine,
et puis les accueils de jour, et on peut rajouter de l'hospitalisation à domicile. Et je reviens encore une fois sur diverses équipes mobiles avec différentes thématiques, différentes prises en charge de populations, qu'elles soient âgées, plus jeunes, puisque nous, on fait bien la détermination entre une personne de moins de 60 ans qui est en perte d'autonomie, on va dire que c'est un handicap, et une personne qui a plus de 60 ans, on va parler de dépendance. Alors qu'en fin de compte, le résultat est le même lorsque la personne n'est plus en capacité de faire la plupart des actes de la vie quotidienne. On est vraiment dans de la perte d'autonomie globale. On va passer assez rapidement au regard du temps sur un autre exemple qui est une maison d'enfants en caractère social à l'EHPAD de Clermont-Ferrand. Donc là, on est dans une configuration qui est initialement un petit peu la même de celle de Saintes. On est sur la reprise d'un EHPAD anciennement Petite Sœur des Pauvres, avec la volonté des équipes qui consistait à construire un projet donc intergénérationnel. On a une démarche qui est en soi assez classique mais très intéressante de sollicitation de la direction du pôle protection de l'enfance au conseil départemental et une co-construction avec l'ensemble des acteurs. Donc ça, j'insiste vraiment sur ce point, ça vraiment complètement inclut également les familles, les salariés des deux activités, les résidents de l'EHPAD bien entendu et les membres du CVS. Tout ça a bien fonctionné et a donc permis d'aboutir à la création au 5e étage de l'EHPAD de cette maison d'enfants à caractère social qui va accueillir une vingtaine d'enfants jeunes majeurs isolés ou en fratrie qui seront accueillis début 2025. Donc vous voyez, les projets qui sont portés par le groupe ADEF, qui sont permis par le groupe ADEF, sont déjà en cours de réalisation. Alors, les centres de ressources qui sont intégrés dans nos EHPAD sont multiples. D'une part, donc, au sein du groupe ADEF, il y a la recherche de l'innovation dans la réponse aux besoins des populations, en fonction des territoires, en fonction de l'environnement, ville, campagne, mais également sous l'injonction parfois un peu forte des départements à ce que l'on trouve un peu plus de place au sein des établissements, évitant de créer de nouveaux établissements. Donc nous sommes sollicités, est-ce qu'on a de la place pour s'agrandir, pour avoir une dizaine de lits supplémentaires ou pour pouvoir accueillir une plateforme de services. Et donc on a pas mal de nos établissements qui sont innovants dans leurs propositions. Notamment un service renforcé à domicile. Donc ça, c'est pour les personnes âgées et Fafani en a parlé tout à l'heure. Il y a des micro-crèches dans certains de nos EHPAD qui sont aussi utiles pour les salariés. Vous savez ô combien les horaires de travail des professionnels dans le médico-social ou dans le sanitaire sont contraints. Et trouver une crèche avec une amplitude horaire très 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 large à des prix modérés, ce n'est pas simple. Il y a des projets en cours de création, on parle de tiers-lieux. Ça va comprendre tout ce qui est aussi de la pérédance, tout ce qui est au niveau des aidants. Dans les Yvelines, il y a le département des Yvelines qui a porté avec des établissements et certains de mes professionnels y ont participé à la création d'une plateforme d'aide aux aidants. Je ne sais pas si tous les départements sont aussi riches, en tout cas en réflexion, en intelligence relationnelle et pluriprofessionnelle, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est attendu, je pense, par l'ensemble de nos concitoyens. Je suis moi-même élue municipale dans les Yvelines et en fonction d'une ville de 1000 habitants ou un petit village de moins de 400 habitants, les besoins des personnes vulnérables ne sont pas les mêmes. Et en tant qu'élu, on se doit d'essayer de répondre au plus près aux besoins de nos concitoyens. Et en tant que professionnel, je rebondis sur ce que disait Fafani tout à l'heure, la singularité des personnes que l'on accompagne, encore une fois, nous amène aujourd'hui à réfléchir des accompagnements multiples, adaptés aux besoins à un instant T, mais qui peuvent rester évolutifs. Je me permets juste un petit ajout sur ces centres de ressources intégrés qui aujourd'hui sont effectivement largement aboutis au sein des EHPAD ADEF Résidence, mais la force du groupe ADEF, c'est aussi de pouvoir s'inspirer et de profiter des bonnes pratiques des uns et des autres, et de fait, c'est aussi quelque chose qui commence à émerger et à être mis en œuvre au sein de nos propres habitats sociaux, portés par ADEF Habitat, avec la volonté vraiment, dans une discussion de proximité avec la collectivité locale, de pouvoir répondre à des besoins qui sont des besoins
sur lesquels on peut apporter une plus-value et qui sont des besoins communs entre les résidents et les habitants de la ville. Je pense notamment à la capacité d'être bureau enregistreur, pour le coup, de la demande de logement social. C'est un besoin majeur pour les personnes. Il y a une forme d'engorgement des services sociaux et notamment des services de la ville. On a cette expertise de notre côté, donc on est en mesure de la prendre en compte. Et de plus en plus, finalement, c'est vraiment cette proximité avec les villes et la discussion, la transparence aussi qui est mise en œuvre, qui nous permet d'aboutir à une forme de souplesse ou d'ensemblier un peu hybride des propositions d'habitat que l'on peut mettre en place. À titre d'exemple, et j'en terminerai par là, à Sifour-les-Plages, il y a un projet qui vise pas uniquement à être sur un dispositif pension de famille, dispositif résidence sociale ou autre, peu importe, qui sont des éléments un peu techniques, mais la volonté et le besoin, c'est quoi? C'est du logement pour des personnes âgées qui sont autonomes, du logement intermédiaire pour une population un peu plus classe moyenne, on va dire, et aussi du logement pour des personnes publiques un peu plus précaires, mais pour des jeunes en insertion. On a cette capacité à pouvoir proposer ce puzzle et ces différentes briques qui nous permettent de répondre vraiment aux besoins sociaux, certes, mais aussi aux besoins territoriaux. Un grand merci pour votre écoute, un grand merci à tous les trois. Dans la mesure où le temps imparti est révolu, nous vous proposons de nous retrouver, mais juste à côté, juste derrière, pour un apéritif. Donc je vous montre le chemin. Stand de C37, oui tout à fait. Et si vous voulez nous accompagner directement, on va sur le stand pour l'apéritif. On pourra échanger et répondre à vos questions. Merci.